Bonjour à toutes et tous. Merci de nous suivre pour cette discussion sur la spoliation foncière et les résistances populaires de l'immobilier urbain à l'agrobusiness rural. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Florian Bobin. Je suis étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et auteur d'une biographie à paraître sur le philosophe révolutionnaire Omar Blondet Diop. Je remercie le FRAPP pour cette opportunité d'échanger. Alors, ces dernières années au Sénégal, pas une semaine ne passe sans qu'un nouveau litige foncier n'éclate. Tandis que la presqu'île du Cap-Vert croule sous le béton et que les habitants de la capitale sont forcés à se relocaliser toujours plus loin à sa périphérie, les terres rurales, elles, sont centrales dans les nombreux projets dits de développement, dont un certain nombre opèrent en violation flagrante des droits de ses habitants. Pourquoi le foncier est-il si décisif au Sénégal? Quelle forme les spoliations prennent-elles? Et quels moyens de résistance et de refondation? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Hugues Alexandre Castanou, Abissen et Bakary Fati. Hugues Alexandre Castanou est ingénieur en génie civil, chercheur indépendant sur le développement urbain des villes africaines et auteur de l'article Dakar Boom Immobilier, la grande partie de Monopoly. Abissen est enseignante-chercheuse en sciences sociales de l'environnement à l'université de Clemson aux États-Unis et chercheuse associée à l'IFAN, rattachée à l'université de Dakar. Son travail porte sur la gouvernance des aires protégées, le développement rural, les politiques environnementales et la souveraineté des communautés rurales dans la gestion et conservation des ressources naturelles. Bakary Fati est chef de division hydrologie à la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Il est aussi le coordinateur du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Madina Wandifa dans la région de Sédhiou et membre du FRAPP. Alors, en 1960, l'indépendance du Sénégal est proclamée et avec la propriété de la terre constituant le territoire national cédé au nouvel État postcolonial. Mais sous couvert de sa politique de dit développement, les autorités politiques mènent des expropriations du foncier urbain, notamment au profit de mania de l'immobilier, et du foncier rural, au bénéfice notamment des industries de l'agrobusiness. Pour commencer, Hugues Alexandre, Bakary, Abi, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux du foncier aujourd'hui? Donc, puisque vous êtes chacun sur des zones complémentaires, on pourrait peut-être commencer par Hugues Alexandre autour des espaces urbains, puis Bakary sur les communes rurales, et enfin Abi autour des aires protégées. Alors, bonjour à tous. Je remercie d'abord Florian dans un premier temps d'avoir pensé à moi sur ces questions, surtout que je ne suis pas un expert du domaine, mais que je suis tombé sur cette problématique un peu au hasard parce que justement, je m'intéressais au développement urbain des villes africaines. Et en m'intéressant à cette question, en fait, je me suis intéressé à la question du boom immobilier qui est en cours à Dakar depuis, on va dire, une vingtaine d'années, hein. Ça a commencé avec Abdoulaye Wade. Donc, je me suis intéressé au boom de l'immobilier et je me suis intéressé à l'immobilier dans la mesure où c'était une partie prenante de ce que j'appelle la production de la ville, ou ce que David Harvey appelle la production de l'espace urbain. Et en fait, je me suis rendu compte justement qu'il y avait une tension au niveau du foncier. Le foncier représente on peut dire la ressource ou la matière première des projets immobiliers. Comme vous le savez, on ne construit pas en l'air, on ne construit pas dans les nuages. Et donc, la terre est un facteur qui est très important pour cette industrie de l'immobilier. De la même façon que la terre est un facteur important, c'est un facteur de production dans le milieu rural. Il représente aussi une problématique dans le milieu urbain. Et à la différence du foncier rural qui, lui, crée des problèmes au niveau de la répartition de la valeur, des moyens de subsistance des différentes populations. Dans le cas du foncier urbain, il pose aussi la question du logement. Et donc, on constate énormément de fonciers urbains entre 2020 et 2021. On recense un peu plus de 300 cas de litige foncier sur l'étendue du territoire sénégalais, en particulier dans le triangle Dakar, Mbour, Thiès, qui sont des zones centrales parce que on peut dire que le tiers de la population sénégalaise sont regroupés dans ce triangle-là. On parle à peu près de 5, 6 à 7 millions de personnes dans cette zone-là. Et on peut dire qu'il y a quand même une adéquation des projets de développement qui sont mis en place, qui fait que plutôt que d'essayer de construire de nouvelles villes
dans des zones phares, un peu comme Saint-Louis, on construit tout à la périphérie de Dakar. On pourra parler notamment plus loin dans notre échange du cas de Diamniadio et de comment Diamniadio a émergé comme une solution à la concentration de Dakar. Mais le foncier, pour vous donner quelques chiffres, le foncier occupe un problème très récurrent. Moi, je me suis intéressé particulièrement aux litiges fonciers qui mettaient en conflit des populations et des promoteurs immobiliers. Et rien qu'en 2021, ça représentait à peu près 13% des litiges fonciers, pour vous dire un peu l'ampleur du problème. Donc, il y a d'énormes zones qui sont spoliées. Le littoral, le littoral notamment qui est très prisé par des gros projets immobiliers en général, que ce soit la corniche ouest, la corniche est de Dakar, mais notamment aussi la périphérie, hein, la péri qui est victime de ces gros problèmes de foncier. Donc, en gros, euh, le problème du foncier, la primauté du problème du foncier dans un premier temps est dû pour moi dans un premier temps à la pression démographique de la ville de Dakar, qui est aujourd'hui incapable de satisfaire la demande, que ce soit en logement décent, et donc la nécessité justement pour les populations et même pour les promoteurs immobiliers, même pour l'État aussi, de trouver des terres est urgente. Et on pourra le développer plus loin, mais le cadre légal par lequel on immatricule les terres au Sénégal, en fait, ne permet pas justement de résoudre ce problème concrètement. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Hugues Alexandre. Pour sortir un peu de la ville et partir plutôt dans les espaces ruraux, mais avec des communes, Bakary, quel serait l'état des lieux que tu ferais aujourd'hui du foncier à ce niveau-là? Je remercie d'abord tous les camarades de Frappe pour cette belle initiative et aussi penser à ma personne qui est pour moi un signe de confiance. Donc là, je saisis de cette occasion pour passer mes remerciements aux co-débatteurs et aux modérateurs également et aux techniciens qui s'affairent autour de ce webinaire pour vraiment le rendre le plus possible audible et visible à travers la plateforme de Frappe. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste du métier, au fait, du foncier. Mais au fait, le profil que j'ai, si on le présente, on peut se dire qu'au fait, qu'est-ce qu'un hydraulique peut avoir dans un domaine de spoliation foncière? Mais cela s'explique par le fait de notre engagement côté de la population pour faire face aux prédateurs fonciers en compagnie de nos camarades de lutte de frappe et d'autres mouvements citoyens via la plateforme multilutte Doina. Donc, ceci étant, donc, nous nous sommes intéressés à cette question, surtout les populations qui sont victimes de ces spoliations foncières qui ont demandé assistance auprès des mouvements citoyens comme le FRAP. Donc, nous avons répertorié un certain nombre, pas exhaustif, mais nous avons répertorié au moins une vingtaine à travers 10 départements et une vingtaine de communes. Donc, au Sénégal, du nord au sud, de l'est au nord. Donc, ce qui me fait dire ici au niveau de la spoliation foncière, depuis quelque temps, une attention sociale renouvelée a été accordée à cette question. Mais les autorités étatiques d'alors, le régime de Macky Sall n'était pas ou était bien informé de la situation, mais ne prenait pas les dispositions pour faire face. D'ailleurs, le président Macky Sall avait soutenu lui-même que plus de 90% des alertes qu'il recevait des agents de renseignements généraux portent sur le foncier. Il avait institué en 2013 hein, une commission nationale de réforme foncière dont les propositions ont été rejetées lors du conseil présidentiel en novembre 2017. Depuis lors, le problème ne fait que s'amplifier. Les autorités n'ont jamais été les auteurs n'ont jamais été sanctionnés parce que simplement ils appartiennent la plupart d'entre eux appartiennent à la mouvance présidentielle. Donc, du coup, on peut comprendre pourquoi cette impunité grandissante. Et donc, face à cette impunité grandissante de nombreuses, à travers de nombreuses localités, on a vu naître des mouvements citoyens qui s'affairent autour de cette question foncière. Donc, les quelques-unes de ces
de ces revendications qui ont vraiment effrayé la chronique, nous allons les lister. Et donc, qui ont été soutenues par le mouvement citoyen, des mouvements citoyens comme FRAPP Doina, qui est la plateforme Multilutte. Doina, il y a Doina à plateforme nationale, mais aussi il y a Doina au niveau de Ziguinchor, donc Doina de la Casamance. Il s'agit de plus d'une vingtaine de localités à travers 10 départements et une vingtaine de communes. Donc là, si vous permettez, je pourrais peut-être, si vous partagez l'écran, je pourrais vraiment montrer la répartition spatiale de quelques-unes de ces localités que j'ai répertoriées et que j'ai essayé de documenter. Donc ici, on peut voir hein, la répartition spatiale à travers cette carte. Donc, nous avons essayé de répertorier les localités où vraiment donc, l'attention a été retenue à travers les litiges et les arrestations. Les points rouges que vous voyez, ce sont des localités ou des communes où vraiment le litige foncier a entraîné des emprisonnements. Donc voilà, ces points sont en rouge et la liste est là à travers le tableau des départements, les communes et les localités concernées. Mhm. Donc, les trucs encerclés en rouge, ce sont des localités où il y a eu des arrestations, des manifestants ou des gens qui s'opposaient à la spoliation foncière à travers ces différentes communes. Donc, ceci étant, la spoliation foncière, donc l'état des lieux l'état des lieux de la spoliation foncière au Sénégal. Donc, de nombreuses localités, comme je l'ai dit, et donc je viens de montrer ça à travers cette diapositive. Donc, ça nous amène à nous poser une question qui, je trouve, étant une question légitime. Donc, quelles sont les différentes formes que peuvent revêtir ou que peut revêtir la spoliation foncière au Sénégal? Ce qui nous amène à dire que vraiment la spoliation foncière au Sénégal avait pris une dimension donc, nationale. Et parce que quand on sait qu'à travers toutes ces communes-là, donc il y avait des arrestations. Donc, ces différentes spoliations foncières ont occasionné, bon, en fait, ont occasionné pas mal d'arrestations et et des plaintes ont été enregistrées à travers donc, ces différentes spoliations foncières. Donc, l'état des lieux que je pourrais faire que euh, ici, à travers ces localités que j'ai listées, au nombre d'une vingtaine, donc les différentes formes de spoliation sont à pointer du doigt. Après, quand on sera au niveau des formes de spoliation foncière, peut-être qu'on pourra les dissocier pour vous montrer quels sont les différents types de spoliation à travers les différentes communes que nous avons répertoriées. Voilà les quelques mots que je pourrais vous dire en termes de l'état des lieux. Très bien. Merci Bakary. Maintenant, pour aller sur les aires protégées, donc un espace de type différent, Abby, quel serait l'état des lieux de manière globale, puis ensuite on ira de manière plus spécifique. Quel serait l'état des lieux que tu ferais de l'état du foncier à ce niveau-là? Et merci beaucoup, Florian, et tous les invités pour cette conversation très pertinente. Moi, j'étudie ces problématiques dans le contexte des aires protégées, comme tu l'as souligné, les politiques environnementales, notamment de la conservation de la biodiversité dans le monde rural. Et comme le mot aire protégée n'est pas assez courant dans nos vocabulaires quotidiens, j'aimerais bien commencer par le définir. Les aires protégées sont les espaces naturels qui sont désignés et réservés pour la conservation par l'État à travers ses lois et politiques environnementales et appuyés par les protocoles et conventions internationales. Et il y a plusieurs types d'aires protégées qui varient d'objectifs. Au Sénégal, nous avons les parcs nationaux, les forêts classées, les réserves de faune et les réserves naturelles, dites aussi réserves communautaires. La majeure partie des aires protégées ont été établies dans les années 70 et 80 sous le régime du président Senghor, qui désirait en fait engager une véritable politique de conservation. Right? Il ambitionnait la création d'un vaste réseau d'aires protégées au service du développement et de la protection de la nature à travers la valorisation touristique dans ces espaces. Um, il est, um, il est aussi intéressant de souligner que la majeure partie de ces aires protégées en Afrique, y compris au Sénégal, ont été créées avec les programmes d'ajustement structurel qui ont vraiment forcé les États africains à libéraliser leurs ressources naturelles pour ouvrir les marchés aux intérêts privés. Selon le dernier sondage fait par Our Protected Planet,
Les aires protégées au Sénégal couvrent 26,39% du territoire national. C'est une valeur quand même pas du tout négligeable, surtout quand tu le compares avec aux pays les plus grands pollueurs et destructeurs de la nature comme les États-Unis, qui n'a que 13% de son territoire mis de côté pour la conservation. Donc, cet espace immense qu'occupent les aires protégées au Sénégal a vraiment d'énormes implications sur la question foncière, surtout dans le monde rural et surtout pour les populations qui sont impactées par la création de ces aires protégées. Ce sont des espaces qui étaient en fait occupés par des peuples qui dépendaient de ces ressources naturelles et qui ont été expulsés pour la création de ces zones de conservation. Donc, il y a toujours, et bien que cette infection, cette expulsion s'est faite dans les années 70 et 80, il y a toujours des revendications territoriales autour de ces espaces qui sont toujours actives, surtout dans des zones où les peuples autochtones ont contribué à la préservation de leur milieu naturel et qui malheureusement ont été la cible et sont toujours la cible des politiques environnementales. Um, et aujourd'hui, avec l'ascendance des crédits carbone, et je vais en parler un peu plus plus tard, mais aussi la pression internationale de doubler l'espace global de conservation, pas juste au Sénégal, mais globalement, comme qui a été défini par le plan qu'on dit 30 by 30 par la Convention de la biodiversité au niveau international. On peut vraiment prévoir une augmentation des aires protégées au Sénégal qui risque d'intensifier les litiges fonciers qui existent déjà autour de ces espaces, surtout dans le monde rural. Et je vais donner des cas beaucoup plus précis plus tard pendant nos échanges. Merci, Abdel. Alors justement, on a commencé donc avec cet état des lieux. Bakary les, a commencé à évoquer les premières formes de spoliation. En tout cas, donc ces nombreux cas d'accaparement de terres s'opèrent généralement sur la base de procédés opaques, souvent à la limite ou en marge de la loi. Hugues Alexandre, toi, en contexte urbain, tu l'analyses à partir du phénomène de l'accumulation par dépossession, théorisé par le géographe marxiste David Harvey. Et dans ton article Dakar Boom Immobilier, la grande partie de Monopoly, tu écris ainsi: ce qui booste l'immobilier au Sénégal n'est ni la prétendue rentabilité du secteur, ni la réponse à une demande croissante, mais une offensive de classe qui accumule, dépossède, blanchit et qui progressivement construit une ville pour elle. D'une certaine manière, on pourrait étendre ce constat de création d'espaces basés sur la classe sociale, sous les formes différentes, jusqu'aux communes rurales et aux aires protégées, dans une moindre mesure. Alors précisément, est-ce que vous pouvez chacun et chacune nous expliquer les différentes formes que prennent la spoliation foncière dans les espaces que vous avez étudiés? Commencez par Hugues Alexandre. En fait, ben c'est très bien que tu cites mon article parce que justement, dans mon article, mon interrogation était de savoir comment dans un pays qui est pauvre comme le Sénégal, où il y a une difficulté d'obtenir des prêts immobiliers, où le SMIC est très bas, et voilà, où justement en 2019, on a vu comment la crise de Covid a démontré la précarité de la vie sénégalaise, comment ça se faisait que malgré cette pauvreté qui est endémique, on pouvait encore vivre un tel boom immobilier. La question était de savoir en fait à qui profitaient réellement toutes ces constructions, toute cette dynamique de construction dans la ville de Dakar. Et en fait, il est très intuitif en fait de penser que ce boom immobilier était lié à une augmentation à une augmentation de la population urbaine, à l'exode rural, etc. Mais quand on regarde bien à l'intérieur, en fait, il était impossible d'expliquer ce boom immobilier par les lois classiques de l'offre et de la demande, dont on parle en économie. Et donc, en lisant David Harvey, je suis tombé sur le concept d'accumulation par dépossession. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de mettre en rapport le boom immobilier avec justement les problématiques du foncier. Et donc, ce que moi, j'essaie de démontrer dans mon article, c'est qu'au-delà de la rentabilité du secteur, du secteur immobilier, ce qui est en train de se passer réellement, c'est que
les classes sociales relativement aisées ou ce que j'appelle une bourgeoisie nationale et même internationale, en fait, trouvent dans la ville de Dakar une possibilité d'investissement de leur capital qui est resté en friche. C'est-à-dire, Dakar constitue ce que David Harvey appelle un spatial fixe. C'est-à-dire que dans l'économie capitaliste globale, on sait que la logique de cette économie est et à chaque fois de réinvestir l'argent qui est gagné. Alors, lorsque dans ces pays occidentaux ou dans le reste des pays, il y a des difficultés d'obtenir des nouvelles ouvertures de marché, on trouve dans l'immobilier une façon de fixer ce capital. C'est pour ça que David Harvey appelle le spatial fixe. Et notamment, euh, ce spatial fixe se passe dans la terre. Et donc, l'accumulation par dépossession, plutôt le boom immobilier s'accompagne d'une accumulation par dépossession. Et donc, plutôt que de répondre à la demande, hein, qui est la demande qui est réelle en logement descend dans la capitale sénégalaise, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que ce capital est en train d'être transféré, fixé dans la terre. Et les terres qui sont le plus prisées, justement, c'est les terres du littoral. Les terres du littoral constituent euh, les meilleurs endroits pour des programmes immobiliers de luxe. C'est ça qui fait vendre. On est quand même sur des ordres de grandeur qui peuvent varier entre 1 million et 2 millions le mètre carré. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est la dynamique par laquelle ces terres qui ne sont pas censées être privatisées, hein. On sait que tout ce que les terres du littoral n'ont pas lieu d'être privatisées et appartiennent normalement, sont détenues communément. Elles appartiennent souvent à des communautés rurales, par exemple avec le village de Wakam ou bien le village de Ngor, etc., qui est détenu en général par les populations lébou de façon commune et de façon ancestrale. Et elles sont dépossédées littéralement de ces terres. Et en fait, ça passe par des mécanismes administro-politiques, si je dis, ou politico-administratifs. On fait passer des terres qui sont dans un régime de communauté en les immatriculant pour des profits. Et en fait, ce qui permet de couvrir justement ces dépossessions, c'est la logique du développement. C'est pour ça que dans mon article, j'ai une approche décoloniale, mais une approche aussi de critique du développement, parce que les justifications pour ces nouvelles immatriculations de terres qui sont censées être possédées par les communautés, en fait, c'est le justificatif de développement. On dit on dépossède ces terres aux populations pour pouvoir développer. Mais quand on regarde réellement les projets qui naissent, c'est des projets immobiliers de luxe, en fait, qui ne correspondent pas du tout à, à une forme de développement socio-économique même pour ces populations. En réalité, même, ça les précarise. Quand on regarde, par exemple, euh, ce qui s'est passé récemment parlant de la mosquée de la Divinité, où il y a eu euh, une dépossession aussi qui a entraîné des différents heurts. Ça a créé, voilà, ça a été problématique parce que les populations du village de Wakam, qui est un village de pêcheurs, la mer représente pour eux une ressource halieutique, donc le littoral et la mer en général. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, justement, dans la question foncière, et on peut étendre même le spectre au niveau du rural, c'est que les terres du Sud global, les terres du Sud global constituent un spatial fixe pour les multinationales et les bourgeoisies nationales et internationales. De la même façon, l'État contribue justement à rendre des terres disponibles pour des projets d'agrobusiness, pour des projets immobiliers par-ci, par-là. Et il faut quand même citer un cas qui est flagrant. Et il faut qu'on s'intéresse quand même au tournant libéral d'Abdoulaye Wade, où justement qui a promu pendant des années une politique de promotion du secteur privé et de grand développement, justement. Mais l'envers, c'était justement la question foncière. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre la question du foncier si on ne la lie pas à la question du développement qui est prôné par nos élites politiques et économiques. Sur ce constat par rapport
la libéralisation de la terre, notamment en contexte urbain, mais ça s'étend à travers le Sénégal et le Sud global, comme le souligne Hugues Alexandre. Bakary, quelles seraient les différentes formes que tu mettrais en avant de la spoliation foncière, plutôt dans le contexte de communes rurales? Merci beaucoup. Donc, à mon tour de donner les différentes formes de spoliation foncière rencontrées dans nos zones d'intervention. Donc, je mettrai l'accent sur deux, mais j'ai listé au moins quatre. Donc, la spoliation foncière qui est en train des litiges fonciers opposant la population à l'État du Sénégal. C'est la première forme. Deuxième forme que nous avons listée, c'est les litiges fonciers opposant les populations à leur municipalité. En troisième position, les litiges fonciers opposant les populations aux promoteurs privés et à des particuliers. On en a des illustrations autour de la présentation, on les évoque. La population aussi est opposée à travers des litiges fonciers à des sociétés ou à des coopératives. Donc voilà les différentes formes auxquelles moi je suis arrivé et donc je mettrai l'accent sur deux, même si je dois passer sur, donc de façon très sommaire sur certains aspects. Donc, concernant la spoliation foncière ou les litiges fonciers opposant les populations à l'État du Sénégal. Donc, la spoliation foncière qui oppose les populations victimes de démolition des maisons par la DESCOS, ça c'est une opposition de la population à l'État. C'est l'exemple de l'opération même de démolition des maisons de Bourkas dans la forêt classée de Thiès. Donc, la DESCOS aussi avait procédé à démolir plus de 300 maisons construite dans la forêt classée de Mour 4 Extension, donc dans la commune de Thiès-Ouest. Ça, c'est la première forme de spoliation foncière auquel on est arrivé. La deuxième forme de spoliation foncière, c'est donc litige foncier qui oppose les populations à leur équipe municipale, en fait, donc à les municipalités. Donc, je crois que c'est l'une des spoliations foncières sur lesquelles vraiment donc, nous avons plus joué le rôle. Donc, ces spoliations ont été notées, ou ces litiges fonciers ont été notés, donc, pour mon cas, à Medina Wandifa, à Niaguis, Bignona, etc. Donc, il y en a plusieurs, mais je ne donne que ces trois pour l'instant. La particularité de ces localités est que la population ou les populations ont été victimes de lotissement irrégulier non seulement, mais elles ont connu des emprisonnements, ce qui a attiré l'attention de la plupart des mouvements citoyens et des différentes organisations de la société civile. Donc, c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance à des collectifs pour la défense, pour le cas de Médina Defa, pour la défense des intérêts ou pour le CKCI dans les communes, donc qui opposent les populations aux municipalités. Donc, ça a donné naissance à des collectifs pour la défense des intérêts de ces localités. Donc, qui ont été guidés, accompagnés et soutenus par des mouvements citoyens et des plateformes de lutte comme Doina, donc, et comme mouvement citoyen, il y a Vision citoyenne de Ziguinchor, il y a aussi FRAP qui est engagé sur l'étendue du territoire, partout où il y a ces questions. Donc, il a répondu présent pour soutenir ces populations en lutte contre leur municipalité. Donc, le cas de Parcours aussi rentre dans ce registre. Donc, Parcours qui a connu un litige ou des litiges fonciers opposant les populations à leur maire après avoir cédé des terres à un promoteur privé. Donc là aussi, on a dénommé un certain nombre d'arrestations au nombre de 10 pendant au moins 2 à 3 mois d'emprisonnement. Donc, l'objet de ce litige foncier, c'est après avoir cédé 1000 hectares à un promoteur privé, donc qui a soulevé la colère de la manifestation des populations pour faire face à cette spoliation foncière. Et FRAPP a également apporté son soutien à ces populations de Pakou, après avoir sollicité, bien entendu, le secrétariat national de FRAPP. Donc, autre type de spoliation foncière que j'avais listé, c'est la spoliation foncière qui oppose les populations aux promoteurs privés et des particuliers. Donc, ça, c'est l'un des litiges qui attire l'attention, qui s'active davantage dans certains secteurs comme Ndengler, qu'on a connu, et donc dont le président actuel donc avait porté. Donc Kermoussa avec Filifili autour de 900 hectares. Donc Tivaoune Peulh également. Donc il y en a plusieurs, mais je ne citerai que ces localités. Donc pour le cas de Kermoussa, depuis 20 ans, la population
composé de 6 villages, hein, lutte et dénonce la spoliation foncière, les opposants à la famille Fili. Mais c'est l'indifférence totale des autorités de ce pays. Donc, seulement les mouvements citoyens, comme FRAPP, ont pu apporter leur soutien à ces populations en lutte contre ce bradage foncier. Donc, la démolition également de 253 maisons à la cité Gadaï au bénéfice d'un promoteur immobilier. Donc, voilà, ça, c'est le troisième cas ou la troisième forme de spoliation. Donc, illustré à travers ces faits. Toujours dans le cadre de la spoliation foncière opposant les populations aux promoteurs privés ou à des particuliers. Le cas que je vais citer ici, c'est lié à un particulier. Donc, autour de 184 hectares. Ce qui s'est passé à cette localité de Boudié-Senguéré, dans la commune de Djirédi, en Casamance, c'est vraiment particulier. Quand on sait que la population avait cédé la terre à l'État du Sénégal en 2011 pour l'opposé de la grande offensive agricole, donc c'est ça, Goana. Donc, il n'a jamais connu un démarrage. En 2020, un ancien ministre qui avait le dossier en charge s'est présenté à cette population avec une délibération du conseil municipal de la commune de Djirédi pour réclamer ses terres. C'est ainsi que la population s'y est opposée, a contacté les autorités de la région ou département de Sédhiou, les autorités administratives compétentes. Mais ces autorités n'ont jamais pris en charge la préoccupation de ces populations. C'est comme ça qu'elle s'est retournée vers FRAPP pour vraiment solliciter son soutien. Et à travers cette sollicitation, il y avait une conférence de presse qui avait même été organisée à cet effet. Donc voilà, ça c'est la troisième forme de spoliation foncière que nous avons décelée à travers les communes auxquelles on intervenait. Et l'utilise également foncier opposant les populations aux sociétés et coopératives. On en a également noté. Donc, c'est litige foncier opposant les populations aux sociétés. C'est l'exemple de Kignabou. Donc, les populations de Kignabou étaient opposées à l'Ageroute. Toben, Makadien et Kerm Magué également étaient opposés aux ICS. Donc, ça, c'est les deux illustrations que je donne à travers société et populations opposées autour de la question foncière. Donc, dans le cadre du litige foncier à Toben, donc, il y avait au moins 15 manifestants qui ont été arrêtés. Donc, cette lutte également a aussi bénéficié du soutien de FRAPP. Et toujours dans le cas aussi de ces coopératives, litige foncier opposant population, coopérative ou société, donc on peut lister le cas des termes ici, avec donc, la coopérative militaire de construction Comico. Donc voilà en gros les différentes formes de spoliation foncière que nous avons listées dans notre zone d'intervention. Merci encore. Merci Bakary. On va revenir effectivement sur ces deux points importants que sont les différents cas. On va approfondir certains cas et également sur la question des résistances et la répression face à celle-ci. Avant de avant de s'intéresser à des cas plus spécifiques, j'aimerais conclure sur notre tour de table autour des formes que prennent la spoliation avec Abi sur les aires protégées. Est-ce que tu peux nous décliner un peu dans ce cadre-là, quelles sont les différentes formes que prennent la spoliation foncière? Oui, merci beaucoup. Je pense que Bakary et Hugues ont vraiment donné de très bons exemples que tu vois, qui se manifestent aussi au niveau des aires protégées, surtout quand on parle de à qui vraiment sert les politiques de conservation en Afrique, mais aussi notamment au Sénégal, c'est au secteur privé, aussi aux États, aux intérêts étatiques aussi pour des raisons différentes. Par exemple, et quand je parle de la conservation, encore, il faut vraiment que je souligne que je parle vraiment du modèle occidental de la conservation, n'est-ce pas? La conservation qui dépossède, qui enferme ces terres et qui privatise ou bien dont l'État s'approprie pour pouvoir gérer ça. Mais sinon, l'idée de la conservation en elle-même n'est pas étrangère aux communautés rurales, même aux communautés autochtones, parce qu'elle est vraie, elle est bien intégrée dans leur système de pratiques traditionnelles, ainsi de suite. Donc, je parle vraiment du modèle occidental qui fait en sorte qui se manifeste à travers des aires protégées. Et donc, la conservation de la nature ou la création des aires protégées est vraiment devenue une façade, n'est-ce pas, pour pouvoir déposséder, pour pouvoir s'approprier, s'accumuler des terres qui étaient auparavant occupées par ces peuples autochtones.
mais aussi qui sert l'État, l'État, mais aussi le secteur privé. Bon, quand je parle de l'État, en fait, ce qui se passe souvent, ce qu'on voit se manifester souvent, c'est que c'est l'État se sert des aires protégées pour pouvoir reterritorialiser, en fait, reconfigurer les territoires nationaux pour pouvoir regagner, comment dirais-je, contrôle dans des zones qui sont assez, où il y a beaucoup de revendications. Bon, ça, c'est pas vraiment le cas au Sénégal, mais tu peux le trouver dans d'autres pays africains. Au Sénégal, par contre, c'est plutôt quand l'espace est reconfiguré, en fait, pour pouvoir octroyer des concessions minières, par exemple, ou même des concessions d'exploitation agricole, tu vois, au sein des parcs nationaux ou des aires protégées. Euh, mais aussi pas seulement des exploitations minières ou agricoles, mais aussi au secteur privé, au secteur touristique normalement, n'est-ce pas? Donc, pour vraiment, comment dirais-je, parler de Walter Rodney, le marxiste guinéen qui a parlé de vraiment l'expansion impérialiste économique à partir des politiques de conservation en Afrique, c'est vraiment une forme de soumettre les économies africaines au service du capitalisme international. Mais Rodney, en ce temps-là, dans les années 70, parlait vraiment dans le camp du développement touristique qui se passait en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. On peut aussi tirer les mêmes leçons, en fait, au Sénégal, où il y a aussi, comment dirais-je, les intérêts privés touristiques qui aussi sont vraiment dans la poussée des, comment dirais-je, des créations de ces aires protégées pour pouvoir profiter du développement du tourisme dans ces espaces-là. Bon, disons que dans les années 90, surtout à partir de 1994, avec les plans de gestion intégrés qui se sont mis en place autour des aires protégées en Afrique, au Sénégal, par exemple, euh, la population a pu bénéficier. Maintenant, il y a eu de véritables politiques pour que les populations locales qui ont été expulsées puissent pouvoir profiter du tourisme, du développement du tourisme autour des aires protégées. Mais ça, les bénéfices sont vraiment qu'ils perçoivent sont toujours très minimaux et ils sont en fait toujours concurrencés par le secteur privé aussi. Je pense notamment au Nyokolokoba où il y a beaucoup de, comment dirais-je, même en Casamance, par exemple, où le secteur privé touristique est beaucoup plus dominant que, disons, les campements ou les logements touristiques au niveau des communautés. Donc, ils sont assez concurrencés. C'est en fait, ils ont été dépossédés, les populations locales ont été dépossédées. Ensuite, on leur donne, comment dirais-je, une opportunité de pouvoir profiter de la conservation à partir du tourisme, mais aussi ils sont toujours en ce moment concurrencés véritablement par le secteur privé touristique. Mais maintenant, en fait, dans les 2 dernières décennies, le problème qui se pose, c'est pas seulement le secteur touristique au niveau des parcs nationaux et des réserves naturelles, mais c'est plutôt les industries extractives à qui on continue d'octroyer, en fait, des permis d'exploitation au niveau des parcs et aussi au niveau des réserves naturelles. En 2018, je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, en 2018, oui, 2018, le gouvernement de Macky Sall avait octroyé à Petowal un permis d'exploitation minière au sein du parc de Nyokolokoba. En 2018 encore, il y a eu la déclassification de la réserve de Njael, 20 000 hectares pour octroyer ça à Saint-Louis pour l'exploitation agricole au sein du parc même. De l'autre côté, en Casamance, au delta du Saloum, en fait, il y a aussi l'ascendance de ce qu'on appelle le carbone crédit. Donc, il donne en fait le carbone crédit, mais aussi le crédit de biodiversité dans lequel, dans ces politiques, en fait, où on donne la permission à ces corporations, à ces entreprises internationales de polluer, de détruire l'environnement tant qu'ils sont en train de protéger un autre espace naturel. Et cet espace naturel est toujours, en fait,
sont maintenus ou sont occupés par des populations locales encore qui vont être dépossédées pour pouvoir enrôler ces espaces dans le marché de carbone crédit et de biodiversité, de crédit carbone et de crédit de biodiversité. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe maintenant dans les mangroves du delta de Saloum, où, en fait, je pense que 25%, par exemple, 25% de ce mangrove vont être vendus à du carbone crédit, ce qui va, en fait, aussi, encore une fois, déposséder les populations locales, mais aussi les couper l'accès à ces ressources naturelles qui sont très importantes pour eux, pour pour ces populations. Et donc, en fait, maintenant, du coup, on se demande véritablement la conservation de la nature au Sénégal, c'est au service de qui? La conservation, en fait, la conservation, en fait, c'est de la nature, c'est fait pour pouvoir comment dirais-je, complètement éviter la destruction capitaliste. Mais maintenant que ces espaces ont été octroyés à toutes ces corporations extractives étrangères, donc la conservation de la nature maintenant est vraiment devenue un moyen d'accumulation des terres, comme l'avait expliqué Hugues auparavant. Donc, c'est ça vraiment, ces formes de spoliation qui se manifestent en ce moment au Sénégal dans les aires protégées. Merci. Florian, Ouais, tu me permets juste d'ajouter à la suite de ce que Abby vient de dire, il y a des cas très intéressants, je pense qu'on peut citer hein, pour édifier un peu la situation. Il y a la bande de Filao qui, en 2020, en 2021, Macky Sall a attribué 150 hectares de terre de la bande de la forêt de la bande de Filao à la mairie de Guédiawaye. On a aussi la forêt classée de Mbao qui subit, on peut dire, un triple assaut, hein. C'est-à-dire que les populations en elles-mêmes, sous la pression démographique, commencent elles-mêmes à s'accaparer des terres de la forêt classée de Mbao. On a tous les projets de développement, donc le TER, l'autoroute à péage, qui sont en train aussi de pressurer un peu hein, cette forêt-là. Et on peut parler même, elle est aussi sous la pression de la route nationale à côté et des populations qui viennent de Petit Mbao, Grand Mbao, Medina Khel, etc., etc. Donc, on est en train peut-être de se diriger vers une forme de développement de tous ces projets immobiliers, d'autoroutes, etc., qui va faire disparaître tous ces espaces. Il y a peut-être 2 semaines de cela, je passais la VDN 3, je pense, qui mène sur les Almadies 2 par là, et je regardais toutes ces zones-là, mais je me rendais compte que d'ici peu, on va avoir aussi l'assaut d'acteurs privés de l'immobilier notamment qui vont beaucoup aimer cette zone-là qui donne façade à la mer. Ça veut dire qu'on va avoir probablement des destructions encore. Or qu'on sait, par exemple, de la bande de Filao, que les arbres qui ont été plantés là dans les années 2000 ont pour but, en fait, de freiner l'avancée de la mer en consolidant les dunes de sable, en fait. Donc, on est vraiment en train d'aller vers un système qui est écocide et qui, en même temps, ne favorise pas le bien-être des populations. merci pour cette incise, Hugues Alexandre. Effectivement, il y a tout un tas de problématiques qui sont soulevées, que vous avez tous les trois très bien soulevées. Face à cette typologie, donc à la fois autour des zones protégées, des projets immobiliers, des litiges qui affrontent des populations qui sont dépossédées par des titres fonciers qui sont accordés par l'État à des industries ou bien même à des politiciens. Euh, Vous avez déjà commencé à le faire. J'aimerais qu'on puisse revenir de manière plus spécifique sur des cas de litige foncier, euh, puisque il y a la typologie générale, mais il y a aussi bah, des vies qui sont affectées par le bradage. Il y a des communautés qui sont désaffranchies. Euh, et Alexandre, toi, tu t'es penché notamment sur le cas de Dougar, qui est un village de Diamniadio où la population est menacée d'expulsion pour la construction de logements sociaux. Bakary, dans ton cas, dans le contexte rural de la région de Sédhiou, tu as été le témoin direct de l'aménagement d'un lotissement jugé illégal par le maire de la commune de Madina Ouardifa. Et enfin, Abi, tu as étudié plusieurs cas de litige fonciers dans des aires protégées,
parmi lesquels le Djoudj, dans la région de Saint-Louis, dont la création du parc national a entraîné l'expulsion des populations locales d'une partie de leur terroir dans un contexte plus général de militarisation de gestion des zones touristiques. Alors, est-ce que vous pouvez chacun et chacune nous en dire plus sur ces différents cas, que ce soit Dougar, Madina Wandifa et Djoudj, ou d'autres sur lesquels vous avez soit travaillé ou auxquels vous avez été personnellement confronté? Et Alexandre, peut-être on peut commencer avec toi dans le cadre urbain ou périurbain. Florent, je ne pourrais pas dévoiler toutes mes cartes sur Dougar, vu que c'est en partie, c'est mon objet d'étude actuel pour l'article que je dois présenter pour le DSC 2024. Par contre, euh, ce que je peux dire avec le cas de Dougar, c'est que c'est un cas qui est pour moi pertinent dans l'étude parce que il met, euh, il met en confrontation plusieurs acteurs. C'est-à-dire d'un côté, l'État en complicité avec les acteurs privés. Donc, la compagnie, il faut souligner quand même que le problème de Dougar, c'est quelque chose qui date d'assez longtemps. Euh, le décret qui octroie les terres à l'entreprise qui est censée développer des logements sociaux dans la région de Dougar a pu bénéficier de ces terres par décret présidentiel de Abdoulaye Wade dans les années 2010. En 2010, c'est le décret 2010-074, je pense que je cite dans mon article qui est épinglé sur mon compte Twitter, donc Dakar Boom Immobilier. Et le problème persiste jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est que non seulement il y a une double complicité, dans un premier temps de l'État, avec des acteurs privés et une résistance de ces populations-là. Il faut noter qu'à Dougar, il y a eu des emprisonnements. Je pense, j'étais surpris de voir dans le PowerPoint de Bakary qu'il y avait pas Dougar, mais il y a eu des arrestations au niveau de Dougar. Il y a même eu des morts, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est intéressant justement de voir qu'en réalité, tous ces projets qui naissent, qui sont censés profiter à ces populations-là, en réalité, ne leur profitent pas pleinement et tuent en fait leurs moyens de subsistance. Plutôt que de pouvoir développer un écosystème qui leur permettrait de se développer d'une certaine manière, on préfère toujours privilégier des acteurs privés. Et je pense que dans tous les cas, même qui ont été recensés, même lorsque ces projets ont été freinés grâce à des manifestations, etc., comme Abi et Bakary pourront te le montrer, mais même quand ces projets-là sont freinés, on a l'impression que euh, les acteurs du privé ou l'État qui veut investir ces zones-là d'une certaine manière, recule, mais le vide, il reste toujours un vide juridique en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il recule, mais il n'y a rien qui est acté réellement. Ça reste en suspens comme ça. Et demain, un autre acteur ambitieux peut venir réenclencher encore le même dossier. Donc, on est dans une forme comment dire, pour reprendre un peu les termes de Gramsci, hein, on est un peu dans une forme de guerre de position. C'est-à-dire que les choses ne bougent pas réellement. On a des camps qui se regardent et qui s'affrontent de temps en temps de façon sporadique, mais il n'y a pas d'avancée sur les juridiques réellement. Donc, ces populations qui combattent, qui essaient de lutter, sont toujours sur le coup de différentes formes de spoliation, de dépossession au profit des acteurs privés ou des projets développementalistes de l'État. Alors, sur un cas qui est différent, mais pas très loin, en tout cas géographiquement, en termes de type d'espace, que sont donc les communes rurales. Bakary, toi, non seulement tu as été témoin, mais tu as également été acteur dans les luttes contre ce bradage foncier. On va revenir sur l'axe suivant, sur la question des résistances. Avant cela, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé à Madina Wandifa? Qu'est-ce qui fait que les populations se sont soulevées? Merci beaucoup, Florian. Je crois que c'est une question qui m'intéresse le plus et qui a fait que j'ai connu le FRAPP, j'ai intégré le FRAPP.
Donc, c'est là que je suis né, donc c'est très sensible. Et peut-être que l'émotion pourra me dominer, si c'est le cas que les gens m'en excusent. Mais bon, je vais me forcer en tant que chercheur pour vraiment prendre la distance nécessaire qui cela demande pour faire vraiment une analyse objective. Donc, cela me permet de vous dire que la commune de Madina Ondifa a été créée avec Ablaye Wade, je crois, en 2008, et puis érigée réellement les élections de 2009. Nous avons élu notre maire. Donc, depuis cette date, 2009-2010 déjà, on n'a même pas fait une année d'administration. Le maire se lance dans un projet de lotissement avec 235 hectares. Donc, vous pouvez imaginer déjà de 2009 à 2019, à 2010. Donc, se lancer dans un lotissement, dans un projet de lotissement de 235 hectares. Donc, il y a quelque chose qui peut vraiment sous-tendre cela, que de vraiment lotir et pour vraiment permettre aux populations d'avoir des habitations conformes à l'implantation qui serait demandée. Mais ce n'est pas le cas parce que déjà en 2005, il y avait un lotissement de grande envergure dans le village de Médina parce qu'on était passé d'un village simple à une commune. Donc, mentalité aussi villageoise est là. Et donc, surtout que la population est plus de 90% population agricole. Donc, il n'y a que des paysans qui composent cette commune nouvellement créée en 2009. Donc, vouloir se lancer dans un lotissement qui va demander 235 hectares, ça, il va sans dire que cela ne peut pas se faire sans obstacle, surtout que si cela ne se fait pas dans les règles de l'art. Déjà, en moins de 10 ans, le maire de la commune de Madina Ondifa a procédé à un lotissement de tout le périmètre communal. C'est ce qui est extraordinaire. Alors, cela a suscité vraiment donc, la colère des populations qui se sont opposées à cela, pour dire que donc, il faut que ça cesse parce que la population ne voyait pas l'intérêt. Donc, ce même faisant, donc, il y a eu des cas d'arrestation parce que simplement les populations se sont opposées. En 2017, déjà, il y avait 6 arrestations au motif d'association de malfaiteurs et de destruction de bornes par la population, ce qui a coûté à ces gens-là un mois d'emprisonnement encore là. Et suite à cela et à d'autres démarches administratives depuis 2010, Médina Ondifa a jugé nécessaire de mettre sur pied un collectif qui va prendre en charge les intérêts de cette commune et qui a été créé fin 2009. 2020 déjà, 7 janvier, le collectif avait déposé une lettre de dénonciation au niveau de la DESCOS pour dénoncer cette spoliation foncière. Le 14 février de la même année, DESCOS a effectué une mission à Médina Ondifa pour vérifier les allégations du collectif, si cela s'avère ou pas. Et après, donc, les missionnaires se sont rendus compte que le maire a procédé au lotissement sans autorisation. Il n'a même pas de plan de lotissement. Donc, c'est comme ça qu'on lui avait cerné une convocation pour venir répondre à Dakar. Donc, face à cette pression du collectif et à l'interpellation de la DESCOS, le maire avait adressé une correspondance, une demande d'autorisation au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, du Logement et de l'Hygiène publique le 11 juin 2020, alors qu'il avait loti la commune de Médina Ondifa depuis 2010. Malheureusement pour lui, le ministre ne lui avait pas répondu, il n'avait pas obtenu cette autorisation de lotir. En 2021, avril 2021, nous, collectifs, avons organisé une conférence de presse à laquelle nous avons invité l'honorable député Guy Marius Sagna, qui était venu avec quelques membres du secrétariat national de FRAPP et accompagné par la délégation de Ziguinchor, FRAPP départementale de Ziguinchor, et la vision citoyenne également, et la plateforme Doina de Casamance, pour vraiment prêter main forte au collectif qui faisait face à un prédateur foncier qui a été qualifié de délinquant foncier. Donc, ils sont attaqués à la délégation de Guy Marius Sagna. Donc, ils ont même érigé un checkpoint à l'entrée de la commune de Madina Ondifa ce jour-là depuis 13 heures jusqu'à l'arrivée de Guy Marius Sagna. Tous les véhicules en provenance de Ziguinchor faisaient l'objet systématique de vérification, de contrôle pour voir la présence de Guy Marius parmi les passagers du véhicule. Ni était ce jour-là, ni était la vigilance, l'intelligence du chauffeur qui a essayé de déjouer l'intelligence des gens qui érigeaient les checkpoints à l'entrée de la commune de Ondifa. Le pire allait se passer. Heureusement pour nous,
Donc, le chauffeur a été d'une intelligence telle qu'ils se sont vraiment donc, échappés à leur guet-apens. Arrivé à la commune de Médina-du-Fall, lors de la conférence de presse, le maire Malan Seydi Fati a recruté des nervis qui sont attaqués aux membres du collectif et à la délégation qui est venue accompagner du Sagna lors de cette conférence jusqu'à ce qu'il y ait eu des blessés. Donc, nous ne pouvons pas regarder ça donc, de façon passive. On s'était activé et c'est ce jour-là même d'ailleurs que moi j'ai pris ma carte d'adhésion au FRAPP, donc publiquement devant la population de Médina-du-Fall pour leur montrer que c'est cette commune qui serait à l'origine et qui est à l'origine de mon adhésion au FRAPP, même si je m'accompagnais avec eux. Donc, c'était tout à fait bénéfique pour moi de faire membre de cette famille qui m'a toujours impressionné. Donc, ce qui s'est passé à Médina-du-Fall, c'est extraordinaire. Donc, en 10 ans, le maire a loti tout le périmètre communal. Vous pouvez imaginer les générations à venir. Qu'est-ce qu'elles vont trouver comme espace communal ou comme vraiment donc, espace à exploiter? Ce n'est pas le cas. Et puis aussi, vous pouvez me demander quelle façon de lotissement a été effectué à Médina-du-Fall. C'est des lotissements qui ont été organisés par les équipes, par l'équipe du maire à Médina-du-Fall. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de topographe ni de géomètres pour vraiment délimiter les parcelles. C'est des gens qui venaient avec des cordes qu'ils tendaient pour délimiter et poser les bords. Donc là, la population s'était dit que comment on peut accepter certaines choses. Comme ça a suscité vraiment donc, la colère des populations jusqu'à aller à déterrer les bornes, les jeter. Et c'est là que vraiment il y a eu des cas d'arrestation. Nous avons introduit des plaintes au niveau de la DESCOS, au niveau de l'OFNAC, tout ça. Mais cela n'a servi absolument à rien parce que simplement le maire était à la fois député et maire du parti au pouvoir. Donc, il bénéficiait de cette impunité qui faisait qu'il pouvait se permettre de tout faire et que la population qui devait être protégée ici est arrêtée systématiquement chaque fois qu'il y a manifestation pour dénoncer cette spoliation foncière dans la commune. Donc, les cas d'arrestation, il y en a eu avant les 6 arrestations en 2017, il y a eu des cas d'arrestation. Donc, parce que simplement, les maires avaient soupçonné que ces gens-là étaient en train de tout faire pour sensibiliser la population à ne pas adhérer à son projet de lotissement. Donc, il y en a eu beaucoup. Donc, le cas nous avait frappé et c'est comme ça que nous avons externalisé le combat à partir de la commune de Médina-du-Fall à Dakar pour vraiment adhérer à la plateforme multilutte d'OENA et après, par la suite, atterrir au mouvement FRAPP. Donc, ce qui fait que la population de Médina-du-Fall avait jugé nécessaire de s'ériger un bouclier contre les maires pour vraiment récupérer leurs terres. Et en cela, nous avons recruté des avocats qui sont actuellement en train de travailler sur le dossier. Donc, il y avait dans un premier temps une plainte de nos avocats adressée au procureur de Sédhiou pour demander à ce que Malan Seydi Fati puisse mettre à la disposition du collectif l'acte d'autorisation de l'outil pour nous permettre de l'attaquer à la cour administrative de la cour la cour administrative de la cour des comptes ou c'est ça en fait, cour suprême en fait. Donc face au refus du maire, donc le juge s'était déclaré incompétent parce que simplement le juge savait pertinemment que Malan Seydi Fati n'avait pas d'autorisation de le dire. Il s'est déclaré incompétent parce que s'il demandait à Malan Seydi Fati de mettre à la disposition du collectif l'acte de le dire, il allait l'exposer à payer une amende très chère parce que simplement, on lui avait demandé de nous fournir ça sous astreinte 2 millions par jour de retard. Le juge, sachant que le Malan Seydi n'a pas ça, il ne pouvait pas lui demander il ne peut pas lui ordonner de nous fournir l'acte de le dire parce qu'il va lui demander à payer cher. C'est comme ça qu'il s'est déclaré incompétent. Là, nos avocats ne sont pas limités là. Ils ont pris le dossier pour vraiment retravailler et il y a une plainte qui est actuellement en cours qui va bientôt atterrir sur la table du procureur de Sédhiou pour que justice se fasse à Médina-du-Fall et que le lotissement soit annulé. C'est ce qui a été demandé. Nous ne demandons pas plus parce qu'on sait qu'un lotissement irrégulier, un lotissement qui est fait sans les règles de l'art mérite d'être sanctionné. Et c'est à travers l'article 80 du Code général de l'urbanisme qui condamne fermement un lotissement ou tout lotissement sans autorisation préalable. Et pourquoi Malan Seydi Fati ayant organisé ce lotissement
si l'étendue du périmètre communal de Médina sans autorisation ne soit pas sanctionnée, parce que simplement il appartenait au parti, à la mouvance présidentielle. Maintenant qu'il n'appartient plus à la mouvance présidentielle, nous demanderons aux nouvelles autorités de vraiment prendre à bras le corps cette question, parce qu'on est en train de voir dans le programme du président actuel, donc une importance capitale est accordée à l'agriculture. On ne saurait faire l'agriculture si on ne dispose pas de terre. Et à Médina de Fall, les paysans ne disposent plus de leur terre. Ça, c'est un problème. Et donc, sur ce, nous interpellons les autorités à faire en sorte que l'IMER soit faite dans le dossier de Médina. Et merci encore une fois. Donc, au fil, on pourra continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary, pour ce partage. Euh, Bakary évoque là la question de l'accès aux terres et à l'expropriation. Ça renvoie au cas de certaines aires protégées. Abi, je pense notamment au cas du parc national de Djoudj, où sa création a entraîné l'expropriation d'un certain nombre d'habitants de cette terre, leur empêchant par là même aussi un accès à la terre et aux ressources halieutiques. Est-ce que, à travers le cas de Djoudj ou un autre cas ou d'autres cas, tu peux nous expliquer un peu quelles sont les formes de la spoliation par ces cas-là? Oui, merci Florian. Bon, disons que la création des aires protégées en elles-mêmes provoque vraiment des litiges fonciers, n'est-ce pas, à cause de l'expulsion de ces peuples autochtones. Et c'est une expulsion toujours assez violente. Il n'y a pas de négociation. Surtout au Djoudj, bon, quand je faisais mes études là-bas de terrain, les gens se souviennent toujours, c'était en 1971, mais c'est toujours gravé dans la mémoire cette forme d'expulsion très violente dans laquelle ils ont été soumises par les gardes nationaux, n'est-ce pas? Mais ce sont des gens militarisés. Et bon, ils ont été expulsés des terres pour la création du parc de Djoudj. Et ça, c'est pas seulement au Djoudj, c'est notamment dans toutes les aires protégées au Sénégal, surtout les parcs nationaux, pas vraiment les réserves naturelles et les forêts classées qui ont des objectifs un peu différents, mais surtout dans les parcs nationaux. Euh, donc, cette expulsion a vraiment amené une série de conflits entre les gardes de parcs nationaux, mais aussi des eaux et forêts et les populations locales pendant des décennies et jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours comment dirais-je, des luttes, des conflits à travers qui s'opposent surtout sur l'utilisation l'accès à la terre, mais aussi aux ressources naturelles. Mais ce qui rend le cas de Jude un peu plus, comment dirais-je, particulier, c'est que, en fait, ils sont entre l'expansion agro-industrielle au dehors qui s'accaparent déjà de leur terre qui leur a été donnée après avoir été expulsés, mais aussi ils sont face au régime de conservation très exclusif, toujours. Euh, et donc, comme je disais, bien que dans les années 90, par exemple, au début des années 90, au Djoudj en 1994, il y a eu toute une série de politiques environnementales sur la conservation pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des plans de gestion intégrés des aires protégées. Et donc, ces plans de gestion intégrés des aires protégées, en fait, avaient pour objectif de pouvoir donner une compensation aux populations locales qui ont toujours revendiqué l'accès aux terres jusqu'ici, n'est-ce pas? Et donc, quand ces plans de gestion intégrés ont été mis en place, et en ce moment-là, tout ce qu'ils voyaient, tout ce que l'État comprenait et puis ses partenaires internationaux comme les ONG environnementales, dans leur esprit, en fait, ce qu'ils comprenaient, c'est que tant que tu leur donnes des financements ou quand ils peuvent tirer des bénéfices économiques de la conservation. Donc ça va tout résoudre. Ça va résoudre les histoires de disputes et tout ça. Et comme Hugues avait expliqué au début, en fait, ce qui s'est passé, même avec les plans de gestion internationale, désolé, les plans de gestion intégrés de ces parcs nationaux qui a mis en place des projets d'écotourisme communautaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a toujours privilégié le secteur privé. Ils appellent ça
un partenariat privé à public-privé, mais c'est toujours le privé qui en sort beaucoup plus de bénéfices que les communautés locales. Donc jusqu'ici, les communautés locales ne sont toujours pas assez satisfaits de ce que ces plans de gestion intégrée ont fait. Bon, ils appellent ça une gestion participative des aires protégées, mais c'est pas vraiment participatif. C'est la seule participation dont ils peuvent vraiment avoir dans les décisions autour de la gestion, c'est toujours au niveau de l'écotourisme, n'est-ce pas? C'est toujours sur une dimension très étroite dont les populations interviennent. Mais aussi dans les années 2010 jusqu'ici, il y a aussi de l'expansion des agribusiness dans le delta du fleuve Sénégal, n'est-ce pas, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui sont vraiment en train de s'étendre, mais qui sont aussi en train de s'accaparer de ces terres. Et les populations qui ont été expulsées dans les années 90 se voient encore perdre toutes leurs terres agricoles à cause de l'expansion. Donc, ils sont vraiment, comment dirais-je, entre deux forces, une fois la conservation, une fois l'agribusiness. Ils se voient entre deux forces très rapidement qui se font, où ils perdent encore une fois l'accès à ces ressources. Mais de l'autre côté aussi, le problème, c'est que les agribusiness qui sont dans ce côté sont en train de déverser tous les affluents agricoles qui polluent les sources d'eau de ces populations, mais aussi dans le parc, dans ces aires protégées. N'est-ce pas? Donc, il y a une pollution des eaux des aires protégées, il y a une pollution aussi par ces agribusiness de l'eau, de la seule source d'eau de ces populations locales. Euh, et donc, tout ce, comment dirais-je, ah oui, j'ai aussi oublié de souligner que l'expansion de l'agro-industriel dans le monde, autour de Djoudj, a en fait provoqué un empiètement des casiers rizicoles au sein du parc, n'est-ce pas? 20% dans le parc, il y a eu un empiètement de 20% dans les zones amodiées du parc par ces casiers rizicoles. Et donc, toutes les disputes qu'on voit en ce moment, les litiges fonciers autour qui se passent au Djoudj, autour du Djoudj de ces populations, c'est à cause des politiques des régimes de conservation, n'est-ce pas, qui leur ont déjà accaparé leur terre, mais aussi qui les contraint toujours ou qui les interdisent l'exploitation, l'accès aux ressources halieutiques, parce que ce sont des pêcheurs et aussi ce sont des fermiers en même temps, mais aussi au niveau des agribusiness agrobusiness qui sont vraiment en train de s'épandre et qui les poussent de plus en plus au sein du parc dans un milieu qui est déjà assez militarisé. Et donc, il y a toutes ces dynamiques qui se déroulent en ce moment au Djoudj. Mais si je peux aussi donner juste un exemple au Niokolo-Koba, où il y a aussi d'autres cas, n'est-ce pas, de litiges fonciers, où en 1996, les populations locales qui ont été expulsées avaient profité de la loi de décentralisation de 1996 pour pouvoir réclamer ces terres dont elles étaient expulsées pendant la création. Le problème, c'est que même quand les populations ont gagné et que ces revendications ont été données aux populations, il y avait des conditionnalités qui ont été mises par cette revendication, par exemple. Donc, ce que l'État avait dit, c'est oui, on vous redonne des terres, mais ce que vous pouvez faire, c'est juste cultiver, comment on dit ça, des commodités, en fait, comme l'agriculture. Il faut participer au développement agricole national. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Donc, et c'est ça, en fait, toutes les revendications, pas juste au Sénégal, mais en Afrique en général, même quand les populations autour des aires protégées gagnent leurs revendications, il y a toujours des conditionnalités dont l'utilisation de ces ressources naturelles sont toujours ils ont des droits très étroits de comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ces ressources naturelles.
Merci, Abi. Justement, tu soulèves un point important qui est la contestation populaire face à ce bradage. Parfois aussi euh, les retombées minimales en termes de victoire, mais il y en a. Euh, tout ce bradage foncier est forcément contesté. Et comme Bakary, tu l'évoquais tantôt autour du cas de Madina Grandifa, il y a eu et il y a toujours de nombreuses campagnes de résistance, notamment à travers les réseaux comme Doina, comme Ars Nousouf ou encore ceux du FRAPP. Parmi les cas récents les plus emblématiques, il y a évidemment celui de Dingler, dans la région de Mbour, où les habitants se sont opposés euh, au projet de ferme porté par le géant de l'aviculture, la Sedima. Et il y a également le cas tragique de Ngor, où la volonté des habitants de bâtir un lycée sur une parcelle de terre a été contrecarrée par un projet de caserne de gendarmerie imposé par les autorités. Et la répression de manifestations en mai 2023, dans ce cadre-là, y a occasionné 2 morts. Hugues Alexandre, dans l'analyse que tu fais de la lutte contre l'accumulation par dépossession, elle s'articule pour toi autour du droit coutumier et l'autochtonie du rapport à la terre. Face au litige foncier, est-ce que tu peux, dans un cadre d'abord plus urbain, nous décliner les formes que prennent la résistance populaire? D'abord, il faudrait quand même que j'explique quelque chose avant de commencer sur sur la question. Euh, En fait, lorsqu'on aborde la question du foncier en général au Sénégal, la plupart des experts et analystes et analystes de la question en fait restent dans un cadre que je peux dire très conformiste pour ne pas dire orthodoxe. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la question du problème du foncier est toujours abordée par rapport à une forme d'incohérence du droit, de la législation en matière du foncier sénégalaise. Pour prendre un petit exemple, alors le code domanial sénégalais reconnaît 3 domaines pour les terres. Le domaine de l'État, donc, on a le domaine de l'État. Il y a une partie qui est considérée pour le domaine public, une autre pour le domaine privé. Et dans la partie sur le domaine public, selon l'article 9, on dit que le domaine public imprescriptible et inaliénable ne peut faire l'objet que de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concession, d'autorisation d'exploitation de non-lieu, sauf exception au paiement de redevances. Dans le domaine privé, autorisation, permis, bail ordinaire, baux amphithéotique, droit de superficie. Ensuite, on a le domaine national qui contient les zones urbaines, les zones classées, les zones pionnières, les zones de terroir. Ces zones constituent le domaine national et toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée. Le dernier domaine, c'est les titres particuliers. En fait, quand on regarde ces trois classifications du domaine des terres nationales, si on remarque bien, il ne reconnaît pas les formes de possession traditionnelles de la terre. Or, pour moi, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, euh, toutes les politiques des États postcoloniaux en Afrique, en fait, des, ont été des États, en fait, qui se sont construits et qui se sont consolidés autour des formes coloniales de gestion et du pouvoir. C'est dans ce même cas que quand on observe cette classification des terres, je pense qu'il date de 1964, toutes les autres formes de propriété, que ce soit chez les Lébous, que ce soit dans les différentes communautés rurales, par exemple, leur possession de la terre n'est pas reconnue. Et donc, on se retrouve à chaque fois autour d'un État qui est en inadaptation face à ces populations, impose des politiques de développement territoriales qui ne vont pas dans leur sens et qui les dépossèdent de leur mode de vie. Et on n'est pas seulement dans une confrontation qui est due à une inconformité du droit, on est dans une conflictualité où c'est 2 mondes en réalité, 2 mondes, 2 conceptions de la propriété de la terre, deux conceptions de comment doit être répartie justement la richesse de la terre, etc., qui s'affrontent.
Et on est là dans une forme de prédominance de l'État qui, dans sa forme postcoloniale, use toujours de la violence, hein, parce que quand il s'agit de grands déguerpissements, comme on a assisté récemment au niveau de Wakam Batran, je pense qu'il y a 2, 3 mois, il y a eu de grands déguerpissements sous couvert que bon, la zone était criminogène, etc., etc. Il y a eu des grandes dépossessions avec des grandes manifestations de la gendarmerie. Mais même quand on regarde aussi au niveau de Douga, l'armée, on a eu même l'armée, c'est-à-dire que les caterpillars qui viennent commencer le chantier sont accompagnés de l'armée. Donc ça renvoie à quelque chose qui est particulièrement colonial, brutal, où les projets de développement des territoires coloniaux se faisaient toujours avec les populations comme objet, pas comme sujet politique pensant, étant capable justement de participer à ce qu'ils veulent faire de leur territoire, mais toujours avec ce côté qui vient d'en haut, où on impose, on écrase, quitte voilà, à léser les populations. Et c'est quelque chose qu'on peut étudier dans plusieurs pays en Afrique, hein, même dans le sud global. J'ai beaucoup lu des travaux qui ont été faits, notamment sur le Ghana. Les mêmes politiques développementalistes sont au cœur de la dépossession. Et je pourrais même vous partager un article avec la politique de Nana Akufo-Addo, président actuel du Ghana, qui consiste à faire revenir des Américains, des Afro-Américains sur le territoire ghanéen. Il y a aussi ce même phénomène de dépossession de terres au profit justement de ces populations afro-américaines à qui il faut assurer le même confort, le mode de vie bourgeois occidental et quitte à léser ces populations-là. Et en fait, ce qu'on observe au niveau des luttes de résistance, c'est que souvent, moi, je félicite Bakary qui réussit justement à invoquer le droit dans ces questions-là, à pouvoir combattre avec eux sur la question du droit. Mais je pense que quand même, il faut avoir une approche décoloniale de la question parce que ce même droit, il peut léser les populations. Je pense que les populations, les Bouddhengor, etc., aujourd'hui, sont incapables de contester sur la base du droit que je parle dans mon article de droit ascendant, c'est-à-dire ce droit bourgeois qui reconnaît d'abord la propriété privée des moyens de production, etc., comme la terre, et face à ce droit coutumier. Et je pense que réarmer d'une certaine manière les droits coutumiers qui, pour la plupart, ont des formes de possession de la terre en commun, peut être une bonne arme aujourd'hui pour les populations pour pouvoir combattre la légitimité des projets qui sont faits envers ces personnes-là. Ce qu'on constate au niveau des différentes luttes, et moi je salue le travail du FRAP parce que le FRAP fait un travail monumental d'accompagnement de ces populations qui sont en train de se battre dans toutes les zones où ils sont spoliés. Mais en dehors du frappe, on observe en fait des populations qui luttent de façon assez isolée. Il n'y a pas eu ce qu'on peut appeler une convergence de ces luttes-là. Pourquoi des collectifs, par exemple, comme Ars Moussouf, etc., qu'on voit qui ont combattu de leur côté dans leurs différentes zones pour lier à ces questions-là, pourquoi justement il n'y a pas une convergence des luttes autour de ces problèmes-là qui sont récurrents en fait. Et je pense que si les luttes continuent à être, à se structurer de façon indépendante, c'est-à-dire par différents villages, etc., je pense qu'ils n'auront pas forcément les moyens de faire pression sur l'État sénégalais actuellement. Parce que quand on remarque l'histoire des problèmes fonciers, c'est sporadique. C'est-à-dire qu'à un moment, ça remonte, et puis à un moment, on accorde quelques concessions, etc. On arrive à ralentir la dynamique, ça reprend encore de plus belle, etc., etc. On est dans un processus vraiment qui ne se termine pas et qui ne trouve pas de débouché réel. Euh, et moi, je pense quand même qu'il faut apporter quand même des ouvertures de solutions hein, sur ce sujet-là. Euh, L'État aujourd'hui, moi, je parle d'une idée que je n'ai pas encore bien structurée, que j'aimerais bien pouvoir structurer à l'avenir. C'est celle de la démocratisation en fait du développement de nos villes, de nos territoires.
C'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui penser à développer nos États avec des projets qui sont pondus d'en haut par des experts internationaux qui ne connaissent pas toujours les réalités de ces populations-là et qui le font surtout avec le prisme de développement occidentaux. Quand on parle de développement, je pense on pourra peut-être s'accorder que ce qu'on conçoit comme développement, c'est le développement du capitalisme, c'est-à-dire développer les moyens de production afin de produire plus, ce qui induit un certain mode d'organisation de la société. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les politiques de développement urbain et des territoires, les projets d'urbanisme, les plans directeurs d'urbanisme, soient faits en relation directe avec les populations, que ce ne soit plus l'État qui vient d'en haut imposer avec tous ces moyens de répression ce qu'il veut pour ces populations-là, mais que ce soit ces populations-là qui soient consultées parce qu'elles sont capables de penser, elles vivent de ces terres, elles vivent de ces ressources halieutiques et savent pertinemment ce dont elles ont besoin. Le cas de Ngor est très flagrant. Quand ces populations affrontent la gendarmerie, c'est pas parce qu'ils veulent garder leur terre juste pour des raisons ancestrales. Pour eux, ils ont besoin de ce terrain parce qu'ils ont besoin d'un lycée. Donc, on est face à des populations qui savent pertinemment ce dont elles ont besoin à tel moment. Et donc, il faudrait aujourd'hui qu'on sorte de cette conception qui vient d'en haut. Et je pense que une convergence de ces luttes-là serait une solution très intéressante pour faire pression de façon continuelle sur l'État. Merci Hugues Alexandre. On va conclure justement sur les pistes de refondation, à la fois du point de vue du droit, mais aussi en dépassant le simple droit qui est évidemment l'héritage colonial d'une forme de législation qui ne convient pas au présent. Avant cela, tu évoques la question de la convergence des luttes entre différents collectifs. Bakary, il me semble tout à l'heure que tu évoquais la plateforme Doina, qui s'est coalisée donc autour de Madina Wandifa et ailleurs à travers la Casamance. Est-ce que par le cas de Doina, par le cas euh, de, euh, des associations, de collectifs, de communes, dont celle de Madina Wandifa, est-ce que tu peux nous parler un peu des formes que prend la résistance populaire face aux litiges fonciers? Merci beaucoup. Donc, permettez-moi de faire une précision à l'endroit d'Alexandre concernant Dougar. Dougar fait partie des localités que j'ai listées. Peut-être que j'ai omis de mentionner, de matérialiser le cas d'arrestation, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, que je n'ai pas donné Dougar comme un cas où vraiment il y avait des arrestations. Mais Dougar fait partie des localités répertoriées et identifiées. Donc, pour ce point, donc, je crois que j'ai partagé la carte dans le chatting, que vous pouvez télécharger à cet effet. Maintenant, pour les différentes formes, pour les formes de résistance, donc, on peut le dire, hein, les formes de résistance, c'est à travers la constitution des collectifs, des comités, et qui par la suite ont donné naissance à une fédération, donc, qu'on pourrait appeler plateforme multilitre Doina. Il y avait aussi, vous avez évoqué Arsunusuf, mais je ne pourrais rien dire de ça parce que je ne maîtrise pas Arsunusuf, mais Doina, donc on était là quand donc, FRAPP demandait à ce que tous les collectifs et tous les comités qui étaient victimes de spoliation foncière et qui se battaient puissent vraiment se retrouver autour d'une plateforme pour la prise en charge parfaite de ces questions. Et parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on a créé Doena qui fédérait les collectifs et les comités victimes de cette maladie foncière et de démolition des maisons également. Le but de cette fédération donc, de collectifs était de dénoncer le système de mafia foncière avec la complicité de certaines autorités. Et donc, il y a certains ministres, certains hauts fonctionnaires même, qui se partageaient les terres du Sénégal. Donc, voilà donc, ce qui a motivé la mise en place de cette plateforme, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. À l'échelle locale, parce qu'au niveau de la Casamance, il y avait des organisations très actives avec FRAPP de Ziguinchor, vraiment donc c'était très actif. Donc, ils ont essayé de créer au niveau local Doina Casamance. Et dans Doina Casamance aussi, on trouve beaucoup de collectifs, de comités de Niagis, euh,
FRAPP de Ziguinchor, Vision citoyenne, collectif de Médina Wandifa encore. Donc au niveau national aussi, on va trouver le collectif de Médina Wandifa parce que moi je suis basé ici à Dakar. Donc mon adjoint étant à Médina Wandifa, donc lui, il a adhéré au niveau de Doina Casamance. Donc ce qui fait que Doina Casamance comme Doina national regroupait plusieurs collectifs et de comités de lutte contre les spoliations foncières. Donc, leur forme d'expression de lutte, c'était vraiment les manifestations pacifiques, les conférences de presse pour dénoncer cette pratique et aussi à ces activités s'ajoutaient les rencontres de certaines organisations de la société civile. Et donc, à des occasions, vraiment, les gens organisaient des manifestations de façon ponctuelle pour inviter les autres à se joindre à eux pour vraiment donner plus de poids à leur combat au niveau local. Ça aussi, c'est une forme de résistance locale parce que comme Médina Wandifa, nous avons organisé une manifestation le 17 avril 2020 qui avait vraiment donc effrayé la chronique parce que les gens étaient surpris de voir ce beau monde sortir. Mais à cette manifestation également, nous avons invité la Vision citoyenne de Ziguinchor, FRAPP de Ziguinchor. Il y avait les autres collectivités, les autres comités qui étaient au niveau de Niaguis, de Bignona, pour se joindre à nous, pour nous donner plus de force. Donc ça, c'est une forme d'expression, de stratégie, de lutte contre la spoliation foncière. Parce qu'en fait, s'il n'y a que le collectif de Médina Wandifa seulement qui est là, peut-être que ça ne pourrait pas attirer l'attention des autorités. Mais si on voit des pancartes sur des banderoles d'autres collectifs différents du collectif qui a appelé à manifester, je crois que ça a un impact plus considérable que si c'est fait de façon individuelle. Donc, les formes de résistance, c'est autour de ces différentes unités de lutte, c'est-à-dire collectifs, comités et la plateforme qui fédère tous ces collectifs ou les comités. Donc, pour cela aussi, il y a un apport considérable des mouvements citoyens, j'allais dire, quand on sait que tous ces engagements, ou aussi les engagements de ces mouvements citoyens ne se font pas sans arrestation. Donc, il y a des conséquences. Donc, il y a des agressions physiques, des attaques donc, perpétuées sur les membres de FRAPP. Donc, je voudrais citer, parce que je l'ai déjà dit, le cas de Médina Wandifa, où vraiment les gens ont érigé un checkpoint pour s'attaquer à la délégation du camarade Guy Marius Sagna. Donc ça, c'était un cas, c'était la première fois que un mouvement citoyen puisse faire l'objet d'une attaque physique. C'est à la suite de cette attaque que Niani, le maire aussi, a commandité l'attaque du camarade Guy Marius Sagna qui était aussi avec d'autres camarades de FRAPP. Donc, pour vous dire que ces engagements-là ne se font pas sans conséquences aussi physiques, voilà, donc des emprisonnements. Donc, mais ce qu'il faut considérer que le paradoxe ici, c'est que ceux qui devaient être arrêtés dans le cadre de ces trucs-là ne le font pas. C'est que ce sont les auteurs de ces spoliations foncières. Mais non, ce qu'on voit, ce sont les lanceurs d'alerte et les collectifs victimes de ces spoliations foncières et même les populations qui font l'objet d'arrestations et d'emprisonnement. Si on donne le cas de Niaguis avec 5 emprisonnements pendant 5 mois, Médina Wandifa 6 emprisonnements avec 1 mois, donc c'est le plus petit. Donc, Pakour également, il y avait 10 personnes arrêtées, emprisonnées pendant 2 mois. À Toben également, il y avait 15 personnes arrêtées. Vous voyez donc, ce sont des formes de lutte, des formes de résistance qui ne se font pas sans conséquences. Voilà les différentes arrestations que j'ai pu illustrer avec des chiffres exacts. Voilà pourquoi je me suis limité qu'à ces cas. Donc, aussi, ce qu'il faut retenir, c'est une pratique qui est restée sans punition ni sanction sous le régime de Macky Sall, alors que les populations du monde rural n'ont de richesse que ces terres. Vraiment, les laisser comme ça, ça fait très mal. Mais maintenant, on peut avoir espoir qu'avec les nouvelles autorités, que cette question-là puisse vraiment connaître un début de solution. L'État, bon, ce que nous déplorons, c'est quoi? L'État, au lieu de permettre à ces populations de disposer des titres fonciers sur leur terre, ce n'est pas le cas. L'État ne le fait pas, mais il le fait pour les promoteurs privés, pour spolier ces populations-là. Donc, c'est un paradoxe. Au lieu de favoriser les couches les plus vulnérables, on ne le fait pas, mais on les affaiblit davantage. Et quant au nouveau régime, nous pouvons espérer vraiment, comme je l'ai dit, que la population aura une solution à ce problème. Car dans le programme
du président actuel, il est dit que la spoliation foncière, il va s'attaquer, il va essayer de mettre fin à la spoliation foncière, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, et particulièrement sur la façade littorale. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui suscite énormément d'espoir à travers les populations victimes de ces spoliations foncières. Nous n'avons pas d'autre forme de lutte que vraiment d'organiser des manifestations pacifiques, des points de presse, des conférences de presse et d'aller à la rencontre des organisations de société civile qui peuvent vraiment donner plus de poids, puisque la plupart de ces organisations-là sont plus audibles que les collectifs. Et à cela s'ajoute le soutien sans faille de frappe qui a été à tous les fronts sur l'étendue du territoire où vraiment il est sollicité. Donc vraiment, c'est lieu de remercier les militants engagés de frappe qui n'ont abandonné aucun combat et surtout le combat foncier. Vraiment, voilà les quelques mots que je pourrais dire par rapport à cette question. Merci Bakary. Pour faire la jonction avec les aires protégées, euh, Abi, est-ce que tu peux nous décliner un peu les formes de résistance que prend donc ces luttes-là au niveau des aires protégées? Oui, merci Florian. Je voulais juste aussi souligner un point assez important quand même qu'il faut observer plus récemment, c'est que au fur et à mesure, parce que ces aires protégées ont été établies dans les années 70, n'est-ce pas? Et donc, au fur et à mesure, maintenant que les choses commencent à changer, où la spoliation, la destruction de la nature commence à se faire de plus en plus accentuée, les expansions, les tensions des, comment dirais-je, les tensions des agribusiness, mais aussi de l'exploitation minière, les populations deviennent de plus en plus en faveur de ces aires protégées. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans le cas de Njael, de la réserve naturelle de Njael qui a été établie dans les années 70, n'est-ce pas? Maintenant, c'est très bien que ça a vraiment, il y avait des revendications territoriales. Maintenant que l'agro-industrie commence à s'étendre dans cette zone-là, les populations, en fait, voient cette réserve comme une forme de, comment dire, de ralentir ces spoliations frontières. Et donc, ils réclament bien, il y a des revendications en fait sur cette réserve, mais aussi ils veulent protéger la réserve contre l'expansion de ces réserves naturelles. Et donc, il faut vraiment souligner que les choses ont changé maintenant. Nous sommes dans un contexte un peu plus différent où les populations qui ont été évictées dans les années 70 maintenant voient comment dirais-je, ces zones-là comme des zones à protéger parce qu'il y a la pression au dehors de ça. Euh, et donc, il n'y a pas vraiment cette résistance qu'on voyait auparavant des aires protégées. La résistance qui se fait, euh, qui prend lieu, en fait, sont en dehors de ces aires protégées où l'expansion extractive se fait de plus en plus accentuée. Par exemple, au Nyokolo-Koba, ouais, il y a une résistance populaire, beaucoup plus populaire et communautaire contre les exploitations minières qui se font au dehors du parc. Euh, je vais vous donner l'exemple, par exemple, de Oudi Diallo, qui a été arrêté, un activiste, un militant environnemental, qui a été arrêté, je pense, par le gouvernement de Macky Sall, juste pour pouvoir avoir plus de transparence dans les permis minières qui ont été octroyés à toutes ces entreprises à côté du parc. Le problème, par contre, c'est que euh, il y a beaucoup de fonds, de bailleurs de fonds les ONG environnementales qui supportent, qui appuient en fait la conservation de la biodiversité, mais ils sont d'une forme assez étroite, du point qu'ils ne comprennent même pas le lien entre ces militants activistes qui luttent contre les extractions minières et aussi vraiment maintenir l'intégrité du parc ou la protection de la nature de l'autre côté. En fait, c'est toujours une forme coloniale de voir, comment dirais-je, les aires protégées ont vraiment eu aussi un impact idéologique, mais aussi dans notre manière de pouvoir concevoir ce que c'est que protéger la nature, n'est-ce pas? Parce que les aires protégées, en fait, ça crée une rupture entre l'humain
et la nature. Et donc, du coup, toutes ces résistances sociales, par exemple, ces résistances populaires qui sont, qui ne sont pas directement liées à la conservation de la nature, mais juste contre les agro-industries, par exemple, ne sont pas vraiment liées à cette conservation parce que on voit ça comme à part. Donc, toutes ces ONG environnementales ou ces militants de la conservation qui luttent vraiment pour protéger les aires protégées ou la biodiversité mettent tout leur effort dans comment dire, toutes les ressources dans la protection de ces espaces au lieu de supporter aussi les militants activistes de l'autre côté qui sont en train de fermer, qui sont en train de lutter à les industries extractives, les capitalistes en fait. Et donc, comme dit Hugues, vraiment, il y a vraiment il faut qu'il y ait une convergence, en fait, de tous ces soulèvements populaires autour, qui travaillent autour des histoires, comment dirais-je, qui travaillent contre, je veux dire, qui luttent vraiment contre la destruction de l'environnement par ces entreprises. Même si leur focalisation, c'est vraiment dans la protection spécifique de la biodiversité, c'est toujours lié à d'autres luttes sociales aussi, luttes environnementales. Merci Abby pour ces précisions. Alors pour conclure, le 15 mars dernier, dans sa première prise de parole après sa libération de prison, le président Bassirou Diomaye Faye déclarait, je cite, nous avons une commission nationale de réforme foncière dont les conclusions ne sont pas appliquées par manque de courage politique. On ne pourra jamais bâtir un programme économique sur l'agriculture avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne. Cette réforme foncière doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation, à savoir les petites exploitations familiales. Fin de citation. Dans un cadre urbain, Hugues Alexandre, tu alertes sur les risques de confier l'urbanisation de la ville aux acteurs du marché et qui créent ainsi des poches de prospérité dans un ensemble urbain de plus en plus précaire. Dans un contexte rural, Abby, tu pointes vers la sécurisation d'un régime foncier communautaire pour les populations qui habitent autour des aires protégées, le renforcement de leur système coutumier de gestion de l'environnement et l'augmentation de leur capacité politique à combattre l'utilisation destructive des ressources naturelles. Face à l'alternance que le Sénégal traverse aujourd'hui, sous le nouveau régime présidé par Bassirou Diomaye Faye, quelles sont selon vous les perspectives de refondation du foncier? On peut peut-être commencer par Hugues Alexandre dans le contexte urbain. Euh, alors, moi, j'ai été, par curiosité, lire le programme du président Bassirou Diomaye Faye peu avant qu'il soit élu. En fait, bon, la question il aborde la question du foncier, mais il n'aborde pas euh, réellement la question du foncier urbain. Je pense que les enjeux autour du foncier urbain sont moins, euh, ne représentent pas quelque chose d'important, je peux dire, pour la frange politique, parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à le mettre en lien, non seulement avec le boom de l'immobilier, mais avec la crise du logement. Dans le milieu rural, c'est plus prégnant parce que justement, dans leur programme, il y a une accent qui est mise sur l'agriculture et je pense qu'ils veulent peut-être sortir du modèle de l'agro-business. Ce serait bien qu'ils sortent de ce modèle de l'agro-business qui contribue plus à promouvoir des acteurs du privé plutôt qu'à donner des moyens de production réels aux agriculteurs et aux populations qui possèdent ces terres d'une façon ou d'une autre. Mais dans le domaine urbain, je pense que pour le moment, ça traîne encore et j'aimerais voir justement comment le régime va aborder la question. Euh, Aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on observe à Dakar qui n'est malheureusement pas encore documenté. Je ne pense pas qu'on pourra le documenter d'aussitôt, mais il y a énormément de projets immobiliers de luxe qui sont vides. Donc, on est en train de produire littéralement des zones mortes hein, qui n'ont aucune vie. Il y a un concept je pique à Roland Atkinson qui parle de nécrotecture, c'est-à-dire une forme d'architecture qui est née de la spéculation urbaine
et qui, en réalité, qui n'est pas habité, c'est juste des secteurs d'investissement pour des riches. Et dans la ville du Sénégal, dans la ville de Dakar, on a énormément d'immeubles qui sont vides comme ça, qui n'ont pas d'habitants. Et on se rend compte que justement ce boom de l'immobilier ne répond pas à la question la question de la crise du logement. Il faudrait peut-être avoir assez de, je ne sais pas si le gouvernement aura les ressources nécessaires, mais il va falloir mettre en place une politique contraignante, non seulement pour les acteurs de l'immobilier, mais aussi pour les propriétaires et les bailleurs. Parce que la question du foncier urbain, ce qu'elle pose vraiment comme problème en toile de fond, c'est la question du logement. Et pour le moment, je n'ai pas encore vu de signes allant dans ce sens de la part du nouveau régime, surtout que c'est absent du programme. Maintenant, il a parlé notamment de lutter contre la vie chère au Sénégal. Je pense qu'on ne pourra pas lutter contre la vie chère si on n'aborde pas la question des loyers qui sont exorbitants. Et peut-être qu'à ce moment-là, s'il touche à cette toile, peut-être que avec un effet boule de neige, il pourra arriver progressivement à la question du foncier. Mais je pense que pour que ce sujet arrive aussi sur la table, je pense que ça a des organisations comme FRAPP, dont beaucoup de membres du FRAPP ont milité activement au sein du PASTEF pour qu'il soit élu, fassent arriver ces problématiques du foncier urbain au niveau de leurs oreilles pour attirer aussi leur attention. Et je pense que c'est ça réellement le rôle des militants, de continuer justement cette lutte-là dans un combat, je pense qu'il ne fait que commencer. Bakary, dans ton cas, quels sont les espoirs que tu as, peut-être les pistes de refondation que tu as en tête pour la refondation du foncier? Oh, d'accord, merci. D'abord, je voudrais noter que le foncier au Sénégal constitue la plus grande contrainte à l'investissement agro-industriel au Sénégal. Aussi, les gens doivent savoir aussi que la vocation d'une terre est d'être valorisée par l'habitation, l'agriculture et l'industrie principalement. Maintenant, au Sénégal, bon, pour vraiment régler la question et les perspectives que moi je voudrais donc proposer ici, c'est la mobilisation générale autour de ce problème. Donc aussi que la lutte contre ce phénomène soit portée par les institutions spécialisées et en la matière pour vraiment être mobilisés aux côtés des populations, les orienter pour vraiment amoindrir l'évolution ou l'amplification de ce phénomène qui n'a que trop duré et qui n'a beaucoup impacté les populations, surtout dans le monde rural. Et au plus haut sommet, donc, le président de la République, son Excellence, doit exiger une réponse immédiate au phénomène de la spoliation foncière auprès des ministères en charge de la question. Donc ça, n'est que c'est à travers ces décisions que vraiment les populations peuvent voir la problématique prendre en charge, d'être prise en charge par les autorités étatiques. Aussi diligenter un audit foncier sur l'étendue du territoire national. Et cela nous permettra de savoir vraiment quelles sont les insuffisances en fait, de la loi sur le foncier pour vraiment corriger tout ça. Il va falloir diligenter cette audit foncier pour voir plus clair euh, la profondeur de la problématique de la spoliation foncière. Et le gouvernement également doit, avec l'accompagnement du ministère de l'Intérieur, procéder au recensement le plus complet vraiment des problèmes fonciers au Sénégal pour que les solutions puissent être proposées. Parce que si on n'y va pas avec des études sérieuses et avec des études bien pointues, peut-être que le problème ne peut pas être traité dans sa profondeur. Voilà donc ce que moi je pourrais proposer comme donc, perspective autour de la question, qui est la question générale de cette problématique. Voilà donc les quelques mots que je voudrais partager de ça. Et aussi, et en profiter pour vraiment partager une des suggestions que je trouve très pertinente par un camarade ici, donc qui pourrait vraiment se reconnaître à travers sa suggestion qui est de demander aux nouvelles autorités d'établir un cadre efficace de gouvernance du foncier.
qui sera vraiment profitable aux communautés et au secteur productif. Vraiment, ça, il nous le faut. Voilà, donc je termine par la suggestion d'un camarade. Merci beaucoup. Merci Bakary. Pour conclure, dans le cadre des aires protégées, Abi, quelles sont les perspectives de refondation du foncier pour toi? Oui, bon, souvent, vous savez, la question de la conservation au Sénégal omet souvent la question de la terre. On parle toujours de gestion participative ou de co-gestion, mais on s'attaque pas vraiment à la question de la foncière quand on parle des aires protégées en Afrique. Alors, au Sénégal, pardon. Alors qu'il y a en fait des données scientifiques qui suggèrent que la connaissance écologique traditionnelle et les systèmes de gouvernance des ressources coutumières ou autochtones sont vraiment primordiales pour la conservation de la biodiversité. Il y a assez d'études robustes pour vraiment nous donner cette preuve-là. Et il y a aussi beaucoup de cas en Afrique, y compris au Sénégal. Je pense par exemple à la réserve naturelle de Kalissaï en Casamance, qui nous indique que vraiment la sécurisation du régime foncier communautaire avec une participation de toutes les classes sociales au niveau de la communauté, que vraiment servir comme un parafeu contre les pratiques comment extractives aux intérêts privés, mais aussi des pratiques, comment dirais-je, la maintenance de leur système coutumier de gestion des ressources a vraiment une éthique de conservation intégrée dans ce système de gestion. Donc, ce que je veux vraiment demander, on parle souvent de co-gestion, de gestion participative, mais on ne parle pas vraiment de la question de la souveraineté des communautés rurales dans la gestion de leurs ressources naturelles quand on parle de la gouvernance des aires protégées. Il faudrait vraiment renforcer la capacité de ces populations. D'abord, je voudrais tout juste dire comment dirais-je, régler la question du foncier autour de ces parcs, n'est-ce pas? Je pense par exemple au Djoudj, vous voyez, régler la question du foncier autour de Djoudj peut auparavant vraiment éviter un empiètement dans le parc du Djoudj. Donc, il y a vraiment un lien très concret là-bas. Il faut d'abord pouvoir régler la question du foncier autour des aires protégées pour pouvoir protéger la biodiversité qui se trouve au sein de ces espaces. Mais il faut aussi vraiment protéger un renforcement de ces systèmes coutumiers de gestion de l'environnement, n'est-ce pas? Et aussi augmenter leur capacité politique à combattre l'utilisation destructive de ces ressources naturelles. Donc, vraiment aller au-delà des politiques de participation participative de gestion des aires protégées ou des co-gestions, à vraiment se focaliser beaucoup plus dans le renforcement du système coutumier de ces communautés et aussi régler la question du foncier autour des aires protégées. Alors, sur ces mots de renforcement des systèmes coutumiers, notre échange touche à sa fin. Hugues Alexandre, Bakary, Abi, je vous remercie pour votre disponibilité et merci aux frappes pour l'organisation. C'est nous qui te remercions. Merci pour cet Merci échange. Et beaucoup. puis, c'était vraiment très enrichissant. J'ai pris plein de notes et ça m'a fait beaucoup avancer aussi dans mes recherches. Merci beaucoup. À mon tour Merci. de dire merci à tous mes collaborateurs et particulièrement à Florian pour la coordination et la modération de ces échanges. Merci à Alexandre, merci à Abby et particulièrement aux camarades de France. Merci et chapeau à vous. Merci à vous trois. Merci beaucoup, Florian, et à Bakary et Hugues aussi. Ça m'a vraiment nourri beaucoup de réflexions aussi.